Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un dossier particulièrement sensible et complexe. Une affaire qui a un impact direct sur la vie de chaque Mahorais. Le scandale financier du SIAM, le syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de Mayotte. C'est bien plus qu'une histoire de chiffres. C'est une histoire de confiance, de justice et surtout d'accès à une ressource vitale, l'eau. Mais attention, avant de plonger dans les détails, il y a une chose essentielle à clarifier. Pour vraiment comprendre ce qui s'est passé, il faut d'abord écarter une énorme confusion qui circule depuis des années et qui a tendance à tout embrouiller. Et voilà le point crucial. D'un côté, on a le SIAM, à Mayotte. C'est de lui et uniquement de lui dont on va parler. De l'autre côté, il y a le SIEVAM, un syndicat du Val d'Oise, en métropole, qui n'a absolument, mais alors rien à voir dans cette affaire. C'est une simple homonymie qui a créé beaucoup de confusion. L'histoire qui nous intéresse se déroule bien ici, à Mayotte. Bon, maintenant que ça c'est dit, entrons dans le vif du sujet. Comment un système de favoritisme a-t-il pu s'installer et, disons-le, prospérer entre 2014 et 2018 au sein même de l'organisme chargé de gérer l'eau pour tous? Quels étaient les rouages de cette mécanique? Alors, s'il y a un terme technique à retenir, c'est celui-ci, le fractionnement des marchés. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, l'idée est assez simple. Au lieu de lancer un grand appel d'offres pour un gros chantier, ce qui obligerait à mettre tout le monde en concurrence, on découpe ce chantier en plein de petits contrats. Tellement petits qu'ils passent en dessous des seuils légaux qui imposent la compétition. En gros, c'est une astuce pour pouvoir choisir directement à qui on donne le marché. Le mécanisme est redoutable. On prend un gros projet, un seul, et on le saucissonne en plein de petites commandes. Chacune de ces commandes, prises individuellement, peut être attribuée sans appel d'offres, de gré à gré. Et là, évidemment, c'est la porte ouverte à un système où les contrats ne sont plus attribués à l'entreprise la plus qualifiée ou la moins chère, mais aux amis, aux connaissances, à ceux qui sont proches des décideurs. Bien sûr, un tel système, aussi discret soit-il, finit toujours par laisser des traces. Il ne pouvait pas durer éternellement. Voyons comment la justice a fini par s'en mêler et a commencé à tirer sur les fils de cette pelote. Le tout premier coup de tonnerre, c'est en 2018. La Chambre régionale des comptes, la CRC, publie un rapport. Et ce n'est pas un petit rapport, c'est un document absolument accablant. Il parle d'une gestion chaotique, de finances pas du tout maîtrisées. C'est ce document officiel qui va mettre le feu aux poudres et déclencher toute la machine judiciaire. Et à partir de là, les choses s'enchaînent. Après le rapport de 2018, c'est le Parquet national financier, une instance spécialisée dans les affaires financières complexes, qui prend le relais. Une enquête judiciaire est ouverte. Et avant même le grand procès, on a déjà des premières condamnations d'entrepreneurs, via des procédures de plaidés coupables. Tout ça mène au point culminant, le grand procès, qui doit s'ouvrir en janvier 2026 à Paris. Mais alors, qui est jugé exactement? C'est ça qui est important. Il n'y a pas que des élus ou des responsables publics. Au total, on a 12 personnes. D'un côté, 6 anciens du syndicat, dont son président de l'époque. Et de l'autre, 6 chefs d'entreprise. Ça montre bien les deux faces de ce système présumé. Des gens qui décidaient et des gens qui ont bénéficié. Parce que, au-delà des tribunaux, des procédures et des montants, il y a la réalité. Cette affaire a eu un coût bien réel, un coût humain qui a été supporté jour après jour par toute la population de Mayotte. Et pour bien comprendre la gravité des faits, il suffit d'écouter les mots utilisés par le Parquet national financier. L'accusation ne parle pas de petites erreurs de gestion. Non, elle parle d'un système organisé et va même jusqu'à utiliser le terme de pacte de corruption. Ces mots sont extrêmement forts et pèsent lourd. La vraie question, la question qui touche tout le monde, elle est donc là. Concrètement, au-delà des salles d'audience, quelles ont été les conséquences pour les habitants de Mayotte? Eh bien, c'est là qu'est tout le drame. L'argent qui aurait dû financer la rénovation des canalisations, la construction de nouvelles usines de traitement, bref, tout ce qui est nécessaire pour donner de l'eau à une population qui grandit, cet argent a potentiellement été mal utilisé, voire détourné. Le résultat, on le connaît tous, une crise de l'eau qui n'en finit pas, des coupures à répétition et des familles entières qui en souffrent chaque jour. Alors, face à ce constat accablant, est-ce que les choses ont changé? Que s'est-il passé depuis que le scandale a éclaté au grand jour? La première décision a été radicale et très symbolique. Le SIAM a été dissous. Terminé. Une nouvelle structure a été créée à la place, les Eaux de Mayotte, l'EMA. L'objectif était clair, tourner la page et repartir sur des bases, en tout cas, on l'espère, plus saines et plus transparentes. Et pendant ce temps, la justice continue son chemin. Le procès de Paris, c'est le moment de vérité. Il doit permettre de faire toute la lumière, de comprendre qui a fait quoi, et d'établir précisément les responsabilités de chacun dans ce système. On termine sur cette question qui est sans doute la plus importante. Changer de nom,
Mettre en place une nouvelle gouvernance, juger les responsables, tout ça, ce sont des étapes absolument indispensables. Mais est-ce que ça suffira pour résoudre la crise profonde de l'eau à Mayotte? Est-ce que ça suffira pour garantir enfin ce droit si simple et si essentiel, avoir de l'eau potable pour chaque habitant? C'est tout l'enjeu des années à venir.